Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire sur le goodwill et les grandes évolutions normatives de l'IASB et ses impacts dans le monde bancaire. Donc, on va commencer dans 1 ou 2 minutes. Donc, bienvenue à tout le monde. Bienvenue à nos amis de la BCEAO que je salue. Alors, je ne vais pas citer tout le monde, bien sûr, hein, mais bonjour à nos amis de la Banque El Maghrib, avec qui on travaille régulièrement. J'essaie de voir un petit peu, je passe rapidement les participants. Voilà. Bonjour Hervé, c'est la gentillesse de venir assister à notre webinaire. Très bien. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que nous commencions. Donc, en fait, on va traiter le goodwill. Enfin, quand je dis on, c'est plutôt mon ami Alain Gnassia qui va traiter ce grand thème sur le goodwill. Moi, je vais être juste là pour le questionner et puis pour animer un petit peu la formation. Donc, je donne la parole 2 secondes à Alain pour qu'il se présente afin qu'on puisse commencer. À toi, Alain, pour te présenter. Bonjour à tous. Je vois que les participants affluent en fait au fil des secondes. Bienvenue pour ce webinaire en fait consacré au goodwill. On va vous faire la présentation des thèmes dans quelques instants. Donc, je suis animateur au sein de l'AFGES, notamment sur des thématiques comptables et sur les comptes consolidés. Et compte tenu de l'actualité récente en matière de goodwill, on a trouvé intéressant de traiter ce sujet. On vous en dira plus dans quelques secondes. Alors, nous sommes, je crois, 54. Et le chiffre va augmenter. Voilà. Vas-y, Alain, présente-toi. Alors, on va juste se lancer sur ces grandes évolutions normatives de l'IASB, des impacts bancaires. Ce sont des thèmes qui sont habituellement traités sur nos sessions de formation, à la fois sur la consolidation sur les essentiels et aussi sur la partie avancée. Et là, en fait, il y a des évolutions sur ces sujets-là. Alors, peut-être qu'on va commencer, je pense, Hugues, on se donne encore quelques instants pour... Non, on peut commencer, là, il est 48, là, c'est bon, on peut y aller. Allez. Donc, je me présente, donc Hugues Beaugrand, je suis donc associé à l'AFGES et je vais être chargé de poser toutes les questions et plus encore à Alain sur ce thème de goodwill. Donc, on va commencer. Donc, pourquoi est-ce qu'on a choisi de traiter ce thème de goodwill et quelles sont les grandes évolutions normatives de l'IASB et les impacts bancaires? Pourquoi maintenant, Alain? Alors, d'abord parce que sur ce thème, on a une actualité. On a une actualité qui est très récente, puisque en réalité, le board des IAS, l'IASB, a statué mi-mars sur les changements en matière d'évaluation, de dépréciation et d'annexes publiables au titre des goodwill. Il y a eu la publication de ce qu'on appelle un exposure draft, qui est une version quasiment finale en fait, d'une évolution d'une norme qui traite sur les business combinations et donc sur les 3 volets, c'est-à-dire à la fois l'évaluation, la comptabilisation des goodwill, des informations qu'on devra mettre en annexe, et on verra que ce sont des informations importantes, et puis notre façon de produire, de gérer en fait nos tests d'impairment et les conséquences que ça a. Donc, comme cet exposure draft appliqué aux banques va nous amener à des évolutions importantes en termes de communication financière, il nous a semblé en fait vraiment nécessaire d'en parler en fait aujourd'hui. Alors, sachant qu'on a aujourd'hui dans les établissements bancaires, et ça c'est l'histoire des grandes banques françaises, beaucoup de goodwill, puisqu'il y a eu beaucoup d'acquisitions dans les années 90-2000 auprès des grands groupes bancaires français. On parlera d'ailleurs d'une acquisition très récente la semaine dernière par BPCE.
Et comme ces goodwill ont en plus des incidences fortes sur les ratios de solvabilité, ça on en parle un peu moins, ça mérite vraiment d'être considéré et reconsidéré à la lumière des évolutions dont nous allons parler. Très bien. Merci Alain. Alors juste une parenthèse. Maintenant que tout le monde commence à être là, juste quelques éléments sur le cadre de la formation. Donc en fait, on compte finir vers 18h45. Et donc en fait, l'exposé d'Alain se fera jusqu'à 7h, 7h-25, 7h-20 pour que vous ayez le temps de poser des questions. Alors ces questions, eh bien, vous pouvez les poser sur le chat. Donc, n'hésitez pas à poser les questions sur le chat. Et puis, alors, bien sûr, s'il y en a beaucoup, je ne peux peut-être pas toutes les poser, mais je les reprendrai et nous les poserons à Alain. Voilà un petit peu, si vous voulez, le cadre de ce webinaire. Voilà, je ferme ma parenthèse. Et alors, sur ce thème des goodwill, alors, quels sont les sujets sur lesquels tu aimerais faire des focus, que tu aimerais prioriser ce soir pour ce live? Alors, sur en fait, les thèmes que nous allons aborder ce soir sur 1 heure, ça va être essentiellement, d'abord, on va, j'ai envie de dire, rappeler les sujets relatifs au goodwill bancaire et aux enjeux de communication, aux enjeux de communication financière, finalement. Donc, avec le contexte particulier des goodwill bancaires. Ensuite, on évoquera les évolutions normatives IFRS en matière de business combination, ce qui change finalement avec la proposition de l'exposure draft. Et puis, on reviendra sur une notion qui est très particulière, à la lumière justement de ces évolutions normatives, c'est la notion de goodwill complet et goodwill partiel, et des conséquences comptables et des incidences de cette méthode sur les ratios de solvabilité. Ce sera aussi l'occasion de revenir sur les conséquences, justement, sur cette évolution normative, notamment sur l'application du goodwill complet et partiel, entre autres sur les ratios de solvabilité, à la lumière en fait des acquisitions futures. Et puis, on terminera sur des pratiques usuelles, bancaires, en matière de tests d'impairment. Donc voilà pour le programme en fait de cette heure de webinaire. Et puis il y aura évidemment en plus les questions que vous poserez sur ce programme relatif aux points en réalité qui sont évoqués ci-dessus. Très bien. Alors, est-ce que tu pourrais nous rappeler ce que c'est qu'un goodwill? Alors, c'est vrai qu'il faut d'abord qu'on pose en fait les grandes strates, les grands éléments en fait saillants. Alors, n'hésitez pas à me dire, je vois des commentaires où on pense que le volume est peut-être un peu faible de mon côté. Je suis au maximum, mais je parle du coup un peu plus fort. J'espère que ça ira. La définition en fait d'un goodwill, d'abord il faut bien comprendre que c'est une définition qui relève d'une acquisition d'entreprise. Le goodwill, c'est une vision positive d'une acquisition d'entreprise. On va expliquer d'ailleurs pourquoi c'est une vision qui est positive. Lorsqu'il y a une prise de contrôle en réalité d'une entreprise et que cette prise de contrôle en fait se traduit en fait par une intégration globale dans les états financiers des comptes consolidés, eh bien, nous traduisons ça par un goodwill. Dans cette prise de contrôle, nous allons déterminer en réalité le prix d'acquisition. Et le premier élément qui est très important, d'ailleurs pour la suite de ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que ce prix d'acquisition, c'est d'abord une actualisation de cash flow. Le prix d'acquisition d'une entreprise, c'est la projection des résultats futurs. Des résultats qui vont inclure nécessairement, parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt en fait à faire une acquisition en réalité d'une entreprise, d'une acquise, c'est qu'on attend des synergies en fait de revenus et des synergies de coûts
puisqu'on va pouvoir finalement mutualiser, par exemple, des plateformes informatiques. Donc ça, c'est la définition du prix d'acquisition. Au moment de l'intégration de cette nouvelle filiale au sein du groupe, nous allons avoir la nécessité de réévaluer les actifs et les passifs en fait, de l'acquise. Et cette différence entre le prix d'acquisition et les états financiers qui remontent, c'est-à-dire l'actif net, donc finalement les capitaux propres en fait, de l'acquise, c'est ce qu'on appelle un écart d'acquisition. Donc ce qui est très important, c'est de comprendre que le goodwill, c'est un prix d'acquisition, c'est la différence entre un prix d'acquisition fondé sur des projections de résultats futurs par rapport à une situation nette en fait, de l'acquise qui reprend finalement des capitaux propres, même s'ils sont réévalués, et ces capitaux propres traduisent les résultats passés en fait, de l'entreprise. Les capitaux propres, c'est un capital social et le cumul des reports à nouveau, des réserves qu'on a bien voulu mettre ou affecter en résultat. Donc cette différence se traduit par, en réalité, un actif. Donc un goodwill, et c'est pour ça que ça s'appelle goodwill, c'est une vision optimiste, good, de résultats futurs, c'est de là que vient will, de l'entreprise acquise. Et c'est fondamental, notamment pour les évolutions qu'on va voir après, et sur cette interprétation du goodwill, et surtout le fait qu'on va tester sa valeur. Donc le goodwill, c'est la traduction de l'optimisme des dirigeants lorsqu'ils achètent une entreprise, et ce sera évidemment valable pour une banque. Donc le groupe doit vérifier annuellement que la valeur de ces goodwill n'a pas subi de dépréciation, ce qu'on appelle un test d'impairment. Et s'il y a une dépréciation, elle est forcément irréversible, je ne pourrais pas la reprendre en IFRS. Il faut que ce soit, en général, c'est lorsque nous avons des résultats qui seront très durablement amputés à l'avenir pour cette filiale par rapport aux résultats budgétés sur lesquels on s'est appuyé pour déterminer le prix d'acquisition, donc, en fait, le goodwill. Et Alain, est-ce qu'il peut y avoir des négatifs dans cette histoire-là? Est-ce que ça peut être négatif? Alors, on peut avoir des optimistes, mais est-ce qu'on peut être pessimiste? Alors, quand on est... alors, cette notion d'optimisme pessimiste est intéressante parce que, d'abord, on peut avoir des écarts d'acquisition qui sont négatifs, ça s'appelle des badwill. Effectivement, ça traduit le fait que l'entreprise qu'on va acheter n'est pas forcément en meilleure forme, elle a des cash flows négatifs, elle a potentiellement une mauvaise réputation. Ça veut dire que la projection des résultats est suffisamment faible pour être inférieure aux capitaux propres. Donc c'est comme si, quelque part, j'achetais presque des déficits. Alors ça existe dans le monde bancaire. On a d'ailleurs deux exemples qui sont assez flagrants, puisque c'était les acquisitions de BNP Paribas pour la BNL en Italie, puis après Fortis, c'était deux écarts d'acquisition négatifs de badwill. Alors il y a une particularité en comptabilité, c'est que ces badwill, la comptabilisation n'est pas symétrique, ça ne va pas s'inscrire au passif, mais c'est constaté directement en compte de résultat, en profit. Et donc il n'y aura pas de test de dépréciation, puisque par définition, le badwill va disparaître et se fondre dans les fonds propres l'année qui suit en fait l'acquisition de l'entreprise. Et est-ce que le goodwill, il peut augmenter? Est-ce qu'on peut réaugmenter? Est-ce qu'on peut... Voilà, on l'a mis à l'actif, mais est-ce qu'on peut le réaugmenter? Alors, l'augmentation va être marginale. C'est-à-dire que, évidemment, lorsqu'on prend les clés d'une entreprise lors du closing, on va constater, à ce moment-là, on a une prise de contrôle effective, et donc on doit comptablement constater un goodwill. Maintenant, le temps, finalement, de faire l'inventaire et de réévaluer les actifs et les passifs dits identifiables, on laisse tout de même 12 mois à la maison mère pour réévaluer l'ensemble. Il faut comprendre que lorsqu'on achète par exemple une banque, on peut faire des tests sur les crédits et sur le niveau de dépréciation, mais la réalité du niveau de dépréciation et l'alignement par rapport au groupe, ça prend quand même un peu de temps de revoir tous les dossiers. Donc on a 12 mois pour réévaluer ces actifs et ces passifs, et donc la conséquence, forcément le goodwill, qui est la différence entre le prix d'acquisition et cet actif net réévalué, peut effectivement
peut effectivement être stabilisé au bout de 12 mois. Après, il est figé dans le marbre, il ne bougera plus. C'est-à-dire qu'on a interdit, on va y revenir d'ailleurs, l'amortissement de cet actif. Il ne pourra qu'être déprécié en cas de malheur ou en tout cas de sujets qu'on va aborder un peu plus tard. D'accord, très bien. Alors, merci beaucoup pour ces explications génériques donc, sur le goodwill, qui s'appliquent finalement à tous les secteurs d'activité. Mais alors, dans le monde bancaire, on va s'intéresser plus spécifiquement à l'aspect bancaire, notamment au goodwill bancaire, et plus particulièrement les goodwill des groupes bancaires français. Est-ce qu'ils ont des choses particulières, ces goodwill bancaires français? Alors, le monde bancaire est déjà particulier à bien des égards, mais là aussi, il est aussi très particulier et il y a beaucoup d'éléments spécifiques qui sont d'ailleurs très importants pour comprendre la suite de ce qu'on va évoquer et de l'impact de ces spécificités. Premier élément, la méthode de valorisation qui est utilisée pour les entreprises, c'est ce qu'on appelle les discounted cash flow. Donc, c'est la méthode des cash flows actualisés qui est assez standard pour acquérir une entreprise, modulo quelques spécificités, mais c'est une méthode qu'on appelle la DCF. Quand on achète, en réalité, donc quand on se porte acquéreur d'une banque, la méthode de valorisation de référence, c'est une méthode qu'on appelle le DDM parce que ça s'appelle le Dividend Discount Model. Alors pourquoi le Dividend Discount Model? Parce que lorsque une banque croît, y compris sur ses crédits, eh bien plus j'ai de crédits, plus je dois avoir de fonds propres parce que les indicateurs de solvabilité vont m'imposer de rajouter, en fait, d'utiliser une partie du résultat pour le raffecter aux capitaux propres. Je ne peux pas croître indéfiniment dans une banque sur mon portefeuille de crédit sans faire évoluer mon niveau de capitaux propres puisque j'ai des ratios de solvabilité à respecter. Par conséquent, chaque année, si j'imagine une croissance de mes activités, nécessairement, je vais croître, on espère, le résultat, mais je vais être obligé de mettre une partie de mes résultats dans mes capitaux propres pour maintenir mon ratio de solvabilité. Et donc, la valeur pour l'actionnaire, c'est essentiellement le dividende, mais distribuable, pas uniquement le résultat en fait produit par la banque. C'est pour ça qu'on parle du dividende discount model, puisque c'est les dividendes et pas le résultat qui va être le dividende possible qui fera l'objet en fait d'une actualisation. Et ça nous amène au deuxième point important, c'est notamment cette valorisation dépend de ces dividendes. On voit bien d'ailleurs que si jamais les ratios réglementaires de solvabilité augmentent, les minimums réglementaires, mécaniquement, j'ai moins de dividendes à distribuer. Si je passe de 10 à 15, pour le même périmètre d'activité, j'ai moins de dividendes distribués. Par conséquent, la valorisation de mon entreprise baisse, la valorisation de ma banque. La conclusion, c'est que finalement, si j'ai acheté une banque en 2008 et que j'applique BAL 3 5 années plus tard, c'est-à-dire que j'augmente considérablement mon niveau minimum de solvabilité, je me retrouve automatiquement avec une acquisition qui a été beaucoup trop cher payée parce que la réglementation m'a plombé la valo, en quelque sorte. C'est d'ailleurs ce qui explique, entre autres, qu'entre les valorisations des banques dans les années 2007 ou 2008 et ce qu'on a 10 ans plus tard, on a divisé en réalité le cours de bourse, puisque mécaniquement, on a fait chuter en fait la valeur des établissements. Donc, ça signifie aussi que si j'ai une évolution réglementaire sur le ratio de solvabilité, automatiquement, mon goodwill et les attentes de résultats distribuables sont plus faibles. Par conséquent, ça veut dire que j'ai trop payé ma banque, donc je peux potentiellement entrer dans une dépréciation de goodwill. C'était une des conséquences sur les années notamment 2010 et suivantes. On a eu des contextes macroéconomiques qui ont poussé à des dépréciations, mais on a eu aussi, en réalité, le réglementaire qui avait déjà fait un petit peu le travail. Donc ça, c'est déjà très particulier comme système de goodwill. Puis, cet environnement est comme très particulier aux banques. Troisième élément, qui est aussi dur, et ça, je trouve qu'on ne met pas suffisamment en avant, alors qu'il est absolument capital, c'est d'ailleurs un sujet qu'on va traiter dans les slides suivantes, c'est que les fonds propres bancaires de solvabilité en CET1, ils se définissent à partir des capitaux propres comptables IFRS,
mais en déduisant le montant des goodwill, en déduisant le montant des écarts d'acquisition. Et c'est très loin d'être négligeable. Ce qui veut dire qu'un groupe bancaire qui a un gros stock de goodwill, il y a de fortes chances que ses fonds propres soient absolument réduits à hauteur du montant des goodwill qu'il a à l'actif. Et on va voir notamment pour le groupe bancaire, les résultats sont assez étonnants lorsqu'on les a jamais appréciés. L'autre élément, le quatrième élément pour les éléments bancaires, c'est que les dépréciations de goodwill sont très sensibles aux conditions macroéconomiques. L'impact, l'environnement de taux, l'environnement géopolitique, les environnements politiques, les environnements de situation en fait économique d'un pays sont très impactantes en fait pour les banques. Et donc très souvent, eh bien, lorsqu'on a un problème sur un pays, par exemple sur la Grèce ou un autre exemple sur la Russie, il y a de fortes chances qu'on se pose des questions sur la situation des banques et est-ce qu'elles ont des goodwill associés à ces filiales dans ces pays. Parce que indépendamment de la bonne gestion de la filiale, il y a de fortes chances qu'on déprécie le goodwill parce qu'on peut être un excellent dirigeant et si les conditions économiques sont déplorables ou si on doit se retirer pour des questions politiques, on ne peut pas faire grand-chose avec notre filiale à part déprécier massivement, ce qui s'est beaucoup passé pour des banques françaises. Dernier élément sur ces goodwill bancaires, c'est le montant. On a des groupes bancaires français qui sont systémiques, puisque 90% de parts de marché des banques en France, c'est des banques qui sont systémiques mondialement, et donc qui ont acheté aussi massivement, et donc on se retrouve avec, au sein des banques françaises, alors parfois plus que d'autres, avec des montants de goodwill qui sont extrêmement importants, qui se comptent en milliards d'euros. Pour le Crédit Agricole, c'est en dizaines de milliards d'euros. Très bien. Alors, tu viens de nous évoquer le fait que les fonds propres bancaires sont définis en déduisant la valeur du goodwill aux capitaux propres. Et est-ce que tu pourrais nous parler aussi d'autres déductions autres que le goodwill qui nous permettent bien, de passer des capitaux propres comptables pour obtenir les fonds propres prudentiels? Alors, on a plusieurs déductions, ce qu'on appelle des ajustements réglementaires. Parmi les ajustements réglementaires, il y a beaucoup d'éléments qui ne sont déjà pas reconnus dans les fonds propres en solvabilité pour une raison qui est en réalité simple. Quand le CET1, quand la solvabilité, le prudentiel se positionne sur la comptabilité, il faut regarder le caractère monétisable. Donc, un impôt différé actif sur déficit fiscal portable, des IDA sur déficit fiscal portable, par exemple, c'est des économies d'impôts que je vais faire à l'avenir, en espérant que je puisse les faire d'ailleurs. Donc, ces économies d'impôts, c'est bien beau pour la solvabilité, mais moi, si demain je dois, en termes de solvabilité, on est plus dans le futur, dans la probabilité, dans l'espérance, et ce n'est pas en réalité très prudent. Donc, on va les déduire, les IDA sur déficit fiscal portable. On va déduire les actifs incorporels, parce qu'on ne met pas en cause la valorisation d'un brevet ou la valorisation d'un fonds de commerce, mais le vrai sujet, c'est que ce n'est pas à l'instant monétisable. Et dans cet environnement, les goodwill le sont tout autant, puisqu'on a dit qu'un goodwill, c'était la traduction de l'espérance future. C'est très agréable d'avoir cet optimisme, mais un goodwill de 500 millions, moi, je ne peux pas le mettre en vente pour en obtenir 500 millions d'euros, même à très court terme. Donc, en termes de solvabilité, je vais devoir aussi, et on a décidé avec l'application de BAC 3 d'être plus dur. Avant, c'était déduit du Tier 1, maintenant, c'est déduit carrément du CET1. Très, très bien. J'ai une question, avant de poursuivre, j'ai une question d'un participant, donc d'Hervé Thierry, qui finalement te pose la question, est-ce qu'une dépréciation de goodwill, finalement, est-ce que ça n'a aucun impact sur le Common Equity Tier 1? Est-ce que tu peux confirmer cette question, Hervé? Elle est essentielle, si je peux me permettre, et je vous remercie en fait de la poser. Pourquoi? D'abord parce que si les goodwill sont déduits pour obtenir des capitaux propres comptables pour obtenir le CET1, les dépréciations le sont tout autant. C'est-à-dire qu'en comptabilité, un goodwill net des dépréciations n'aura pas d'impact sur le niveau de CET1. L'écriture comptable, on peut
pourrait la refaire en séance, mais on ne peut pas la faire ici. Mais elle n'a pas un impact sur le niveau de CET1. Et pourquoi c'est important ce que vous avez évoqué? Parce que le temps est limité, mais si je trouve votre point est intéressant, parce que lorsqu'on a mis en œuvre les ratios de solvabilité BAL 3 dans les années 2011, c'est aussi 2 ans après l'application d'IFRS 3 révisé, et c'est aussi des périodes où il y a eu beaucoup de dépréciation de goodwill. Ça tombe bien, parce que c'est une période où les banques ont été focalisées sur le niveau de solvabilité et de liquidité. C'était l'obsession en termes de communication financière. Ce n'était pas le résultat. Donc, d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'impairment de goodwill à cette époque. On va d'ailleurs l'évoquer dans quelques temps, sans impact aucun sur le cours de bourse. Ce qui est étonnant lorsqu'on annonce parfois des dépréciations de plusieurs centaines de millions d'euros. Pour répondre à votre question, il n'y a pas d'impact sur le CET1. Alors, autre question, comment expliquez-vous la dépréciation du goodwill en cas de variation de taux d'intérêt? Est-ce à travers l'accusation des flux attendus de l'entité acquise? Alors, non, c'est pas en général. Alors, le niveau de dépréciation de goodwill, déjà, il s'apprécie à travers un UGT, une unité génératrice de trésorerie, ce qui pose d'ailleurs un sujet qu'on va évoquer sur les évolutions normatives. Donc, on est sur des éléments plus globaux. On ne déprécie pas exclusivement un goodwill sur une entité, ça rentre en fait dans un cadre plus générique. Si j'augmente en fait mes taux d'intérêt, je vais avoir un impact sur l'actualisation en fait de mes cash flows. Et l'actualisation de mes cash flows, effectivement, va venir en fait à être réduit. Donc, la dépréciation de goodwill dans les faits n'amène pas, enfin ça c'est la réalité de ce qu'on a constaté même depuis l'application d'IFRS 3 révisée en 2009 pour les établissements bancaires, c'était quand même il y a plus de 15 ans, il n'y a pas eu de dépréciation de goodwill sur des variations de taux. Ça c'est la réalité. Les dépréciations de goodwill, c'est lorsque c'est dépréciable. Or, le sujet de l'actualisation de variation de taux d'intérêt, c'est que ce n'est pas forcément durable. Or, la dépréciation étant irrémédiable, il faut qu'on ait des raisons de penser qu'il n'y aura pas de retour à meilleure fortune. Or, par définition, les taux d'intérêt, ils évoluent en fonction des éléments de politique monétaire, à la hausse ou à la baisse, mais enfin, ce sont des paramètres. Voilà. Alors après, sur ces éléments-là, on donne en annexe, notamment sur les UGT, des éléments de sensibilité, de sensibilisation sur des paramètres, et on a notamment les paramètres qui sont utilisés de croissance, de résultats, et notamment des paramètres d'actualisation. Alors, est-ce qu'il y a des exemples marquants de variation de goodwill due à la guerre en Ukraine? Oui, mais par contre, Jean-Christophe, comme je suis soucieux en fait du timing et qu'on l'évoque dans moins de 5-10 minutes, on l'évoque très vite. Je vous promets que ce sujet-là, ce n'est pas une grosse surprise puisque nous avons effectivement l'impact d'heureusement qui était assez violent pour Société Générale. Alors, très bien. Alors, quelle est la part des goodwill dans les fils prudentiels en question, justement? Alors, la part des goodwill, on a construit ce petit tableau qui est représentatif des banques françaises, à la fois, et qui reprend les éléments les plus récents, puisqu'ils sont issus des documents d'enregistrement universel qui ont été publiés il y a environ 3 semaines. D'abord, on reprend la valeur nette comptable des goodwill dans la colonne de gauche pour les différents groupes bancaires français. Ce qui est intéressant, premièrement, c'est de voir le niveau de solvabilité lorsqu'on applique en réalité le filtre goodwill et si on ne l'applique pas. Alors évidemment, on doit l'appliquer parce que c'est une règle prudentielle. Et c'est pour vous montrer l'importance du stock de goodwill sur le niveau de solvabilité. Par exemple, 2 chiffres qui sont impressionnants, il me semble. Pour le groupe Crédit Agricole, CET1 de 11,8% en appliquant les règles normales, c'est-à-dire je déduis les 17 milliards que j'ai à l'actif, 17,6 milliards, mais si je ne les déduisais pas, j'aurai un ratio de 4,5% rehaussé. Et tous les groupes bancaires, évidemment, sont concernés à moindre mesure, mais on varie pour les autres groupes entre 0,9, 0,8 et 1,2%. C'est beaucoup. Et enfin, dernier élément, la contribution des goodwill sur les ajustements réglementaires, ça signifie que c'est le premier poste. Et c'est pour ça que je voulais en parler avec vous ce soir.
pour le groupe BNP, c'est 40% des ajustements en montant. Et pour Crédit Agricole, c'est 95%. Ça veut dire que quasiment tous les ajustements réglementaires, la différence entre des fonds propres, CET1 et des capitaux propres comptables, pour le groupe Crédit Agricole, c'est les goodwill. Le reste ne compte pas, en pourcentage, hein, évidemment. Donc oui, la contribution, elle est extrêmement importante. Et on va retenir ces chiffres parce qu'on comprend bien après que quand je définis un goodwill complet ou partiel, ou lorsque j'ai des sujets de valorisation sur ces goodwill, on doit immédiatement penser à l'impact solvabilité. Et un impact solvabilité, ce n'est pas neutre parce que derrière, il y a effectivement un impact dans l'économie réelle. Parce que si je n'ai pas le bon niveau de solvabilité, je ne peux pas prêter, ou je suis impacté trop fortement et limité dans ma production de crédit. Donc, ce n'est pas juste un élément comptable de plus. La conséquence, elle est directe, en fait, et puis évidemment sur la valeur en fait, de l'établissement. Alors, BPCE a annoncé la semaine dernière une opération de haut de bilan majeur. Alors, dans les banques, c'est bien sûr du bas de bilan, mais on garde l'expression de haut de bilan. L'acquisition de Société Générale Equipment Finance. Alors, est-ce que cette acquisition permet-elle d'illustrer les propos que nous tenons ensemble? Alors, oui, déjà parce que on rappelle que c'est très récent, ça date d'il y a une semaine, c'est l'annonce, même s'il y avait des rumeurs, et puis Société Générale a quasiment rendu public le fait qu'il était tout à fait probable de se séparer en fait de SGEF. Prix d'acquisition 1,1 milliard d'euros. Ce qui est annoncé par BPCE est très clair. Augmentation des RWA, c'est normal, puisque si j'acquiers un groupe, ou en tout cas une partie, un ensemble sur lequel j'ai des crédits, bah, automatiquement, j'augmente ma consommation de RWA. Donc, par définition, je viens baisser mon niveau de CET1 au niveau du groupe BPCE. Mais surtout, je viens nécessairement créer un goodwill. On ne le connaît pas encore, mais il n'y a aucune raison de penser que ce ne sera pas un goodwill. On n'est pas du tout dans le cas d'un badwill ici, en tout cas sur les perspectives de SGEF. Donc, le goodwill va venir en moins du CET1, ce qui veut dire que à la fois cette augmentation des RWA et à la fois la création de ce goodwill, qui est déjà dans les papiers, même si on ne le connaît pas, nous amène à une réduction, par des filtres notamment, de l'impact CET1 BPCE de moins 40 points de base. Et l'effet inverse pour Société Générale, alors les goodwill étaient connus sur SGEF, ils n'étaient pas très importants. Donc le fait de ne plus avoir de goodwill, puisque j'ai cédé, SGEF va venir alléger positivement mon ratio CET1, et le fait d'avoir moins de RWA vient l'alléger en fait aussi. Donc on a une illustration de l'impact, notamment des goodwill sur les ratios de solvabilité. Je profiterai d'ailleurs de cet exemple un peu plus tard pour parler des évolutions IFRS attendues et justement des informations que nous n'avons pas, mais qui deviendront obligatoires dans le cadre de l'exposure draft, et ce qui n'aura rien à voir avec le niveau de communication sur lequel nous sommes contraints aujourd'hui. On a finalement assez peu de contraintes. C'est un communiqué de presse qui tient sur une page. Il est bien évident que le dossier d'acquisition est un peu plus épais, et dans l'évolution en fait qui est proposée par l'exposure draft, nous aurons beaucoup plus en fait d'informations dès l'acquisition, dès l'annonce, sur les critères en fait qu'on attend en termes de valorisation et de potentielle dépréciation de goodwill. Écoute, tes propos sur la communication financière sont tout à fait intéressants, et ça me permet de te poser une question. Est-ce que les goodwill et les dépréciations de ces goodwill, ils font souvent l'objet des gros titres des journaux, pas toujours économiques d'ailleurs? Pourquoi une telle publicité? Alors, c'est une des raisons d'ailleurs qui font qu'on a inscrit ce thème ce soir, c'est qu'on a en général très vite, dès qu'on a un sujet de place, des sujets politiques, une guerre, on en parlait il y a peu de temps, des impacts notamment sur un pays, un événement macroéconomique, des crises, des tensions entre pays, des tensions géopolitiques, voire plus, la Russie, Ukraine, Europe, eh bien, nous avons tout de suite des réflexes pour se poser la question: que deviennent les goodwill des entreprises et des banques
qui ont investi dans des filiales de ces pays-là. Donc, les goodwills sont tout de suite mis en avant. L'autre élément, c'est qu'en communication financière, c'est très facile d'avoir la liste des goodwills. C'est-à-dire que lorsqu'on présente les comptes consolidés d'un groupe comme BPCE, Crédit Agricole, c'est 1200 filiales consolidées. 1200. Le poste d'écart d'acquisition, dans les annexes, il tient sur 2 pages. J'ai la liste des montants des entités concernées. C'est clair, en tout cas, sur les niveaux bruts et nets. Et je sais où se font les acquisitions. Et en plus, ces montants sont stables, puisque je rappelle que les goodwill, une fois qu'ils sont définis, je ne les bouge pas. Donc, par conséquent, on se retrouve dans une situation où on les connaît, ils sont connus, donc l'association est assez rapide. Quelques exemples, il y a eu 2 exemples, 2014, les difficultés du groupe Société Générale en Russie, amènent à une dépréciation de près de 525 millions d'euros de sa filiale Rosebank. Et maintenant, pour répondre à votre question, Jean-Christophe, évidemment, au lendemain de l'attaque, en tout cas de l'intervention russe en Ukraine, mais le lendemain, pas besoin d'attendre très longtemps, la question immédiatement se pose, notamment pour les journaux économiques, que va faire en fait Société Générale de sa filiale Rosebank et Rosfinance en Russie, sachant que on connaît très vite le montant du goodwill. Donc la question c'est, si on se désengage et toutes les perspectives de résultats futurs, autant vous dire qu'on sait bien qu'elles ne vont pas être très élevées, et c'est un euphémisme. Donc très rapidement, on se pose la question de se dire, le montant résiduel de goodwill, il faut le ramener à 0. Voilà, donc c'est une question qui est automatiquement posée par la presse, et ce qui pose des questions d'ailleurs, parce que normativement, ça ne tient pas. On doit l'affecter à une UGT. Et donc ça veut dire que c'est la Comfi qui dicte finalement la nature des dépréciations à faire. Parfois, ce n'est pas nécessaire, puisque lorsqu'une filiale est affectée à une UGT beaucoup plus large, on peut avoir une pleine santé des UGT, et donc finalement, ces baisses de résultats, voire cette annulation des résultats, peuvent être parfaitement compensées par l'UGT qui l'apporte. Crédit Agricole, c'est la même chose. Nous avons eu Amporiki qui a été très connu, parce que le goodwill était gigantesque, on a été jusqu'à 1 milliard de dépréciation de goodwill, mais c'est l'histoire aussi de la dette grecque qui se traduit à travers et les difficultés du pays qui vont se traduire au sein de la filiale du Crédit Agricole. Encore une fois, les filiales bancaires dépendent beaucoup de conditions macroéconomiques, on ne peut pas faire de miracles. Donc, si les conditions sont très difficiles, il ne faut pas s'attendre à ce que les résultats de l'entité soient exécrables et pas du tout aux attentes. Donc, on a un mélange de gestion, mais on a aussi beaucoup d'éléments, comme on l'a évoqué, géopolitiques. Donc, ce sont des vrais enjeux, effectivement, de communication financière. Alors, ce que je te propose maintenant, c'est de revenir au contexte normatif, puisqu'on a bien vu les aspects communication financière, information financière, constitution du goodwill. Alors, ce contexte normatif IFRS, il change. Tu vas nous l'exposer. Mais avant de parler des changements, qu'est-ce que disent à l'heure actuelle les normes IFRS 3 et IAS 36 en la matière? Alors, encore une fois, c'est important pour comprendre les évolutions. C'est pour ça qu'on l'évoque aussi aujourd'hui. IFRS 3, c'est regroupement d'entreprises, c'est ce qui détermine si notamment une filiale doit être consolidée globalement. IAS 36, c'est les modalités de dépréciation de ce qu'on va appeler les UGT et la définition des goodwill. Donc, ce sont les deux qui sont concernés ici sur ces évolutions dans l'exposure draft. On a évoqué l'évaluation et la comptabilisation initiale de goodwill. Je rajouterai simplement qu'on a bien l'évaluation des actifs et des passifs de l'acquise. On a bien cette différence entre prix d'acquisition et la valeur qu'on a définie en fait de l'actif net réévalué. Et puis on a cette option dont on va reparler. Je choisis 2 méthodes. La méthode de la comptabilisation d'un goodwill complet et partiel. Et effectivement, j'ai 12 mois pour ajuster en fait les chiffres. Ça, c'est l'évaluation et la comptabilisation initiale du goodwill pour tous les groupes cotés en Europe, et donc en particulier pour les banques qui très largement appliquent les IFRS. Deuxièmement, et c'est un élément nouveau dans le discours ce soir, c'est que je dois affecter ce goodwill à ce qu'on appelle une unité indépendante, qu'on appelle une unité génératrice de trésorerie, et cette unité, c'est un ensemble. Alors pour les banques,
Ces unités, on les connaît, puisqu'on a tous les mêmes, c'est la BFI, la Banque de financement et d'investissement, le retail, la banque de détail, alors avec une distinction France-étranger, l'asset management, par exemple, ou bien les services des financements spécialisés. Ce qui permet d'ailleurs d'avoir des valorisations très comparables sur la place, puisqu'on a tous les mêmes UGT qui correspondent en fait à des business units. Et un goodwill doit être affecté, donc le goodwill qui est lié à une filiale, se doit d'être affecté à une UGT. Et en réalité, ce qu'on va tester, c'est la valorisation de cette UGT. Et ça, c'est très important pour nos évolutions normatives. C'est-à-dire que je vais comparer cette valorisation, j'ai des méthodes, là aussi DDM, mais à un niveau UGT, pas à un niveau filial. C'est la somme, en fait, d'un sous-groupe d'unités. Et c'est ça que je vais tester. Donc, si j'ai une filiale qui porte un goodwill, mais qui fait partie d'une UGT qui en comprend 50 filiales, il faut bien comprendre que normativement, aujourd'hui, cette filiale qui va très très mal, par exemple, si elle est affectée à un UGT très large, eh bien en réalité, j'ai une absorption de cette défaillance de la filiale par les 39 autres filiales qui peuvent bien se porter. Et donc, on ne serait pas obligé de déprécier l'UGT, parce que globalement, on aurait peut-être une évolution, alors pas aussi merveilleuse qu'attendue, mais on aurait quand même une évolution positive. Donc ça, c'est très important. Actuellement, le sujet, c'est qu'on a une déconnexion, on va le voir d'ailleurs un peu plus tard, entre la réalité, j'ai une filiale en Russie avec 500 millions d'euros de goodwill, je ne peux pas imaginer que je ne le déprécie pas. Ça ne passe pas en communication parce qu'on est une association directe entre la filiale, le goodwill et le fait qu'il n'y a aucune perspective d'avenir. Pourtant, si l'UGT Russie est affectée à un ensemble beaucoup plus gros, ça passerait. Et c'est pour ça d'ailleurs notamment qu'on a voulu faire évoluer les IFRS en la matière. Très bien. Alors, les investisseurs n'étaient donc manifestement pas satisfaits par l'application des versions actuelles d'IFRS 3, d'IS 36. Alors, de manière plus précise, leurs insatisfactions, elles portaient sur quoi? Alors, il y a 3 éléments. D'abord, il y a eu une phase post-implémentation d'IFRS 3 où on a mis en avant des éléments d'insatisfaction. D'abord, on n'arrive pas. Le bien fondé d'une acquisition, à un moment donné, on aimerait bien pouvoir le suivre dans le temps et pas se retrouver 5 ou 8 ans plus tard avec la mauvaise nouvelle d'une dépréciation. On ne sait pas ce qui s'est passé entre l'année 1 et l'année 8. Ou en tout cas, ce qu'on sait, c'est au bon vouloir du management. Donc, il y avait un premier sujet. C'est difficile de mesurer le bien fondé d'une acquisition, d'une décision stratégique dans le temps. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on considère qu'on déprécie les goodwill, notamment trop tard. Cette comptabilisation arrive trop tard par rapport à un fait générateur. Et on aimerait pouvoir se positionner là-dessus. Donc ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, on a des modalités d'exercice du time impairment qui sont trop complexes, souvent trop opaques, ce qui va amener notamment à une revue, notamment sur ce test d'impairment, sur la taille des UGT sur lesquels on va tester cette dépréciation. Très bien. Il y a donc des évolutions normatives sur la nature des informations publiables et les tests de dépréciation des goodwill. Alors déjà, quel est le calendrier qui est sur ces évolutions? Alors le calendrier, en fait, normatif, d'abord, il a commencé gentiment depuis 2013. On a commencé à recueillir, comme tout, c'est toujours le cas. On implémente en nouvelle norme en 2009. On laisse le temps que ça se diffuse, en fait, et qu'on la pratique. Et ensuite, on prend les remarques pour voir s'il y a des éléments à faire évoluer. Donc, il y a eu un discussion paper en 2020, des éléments de délibération en 2021. Là, on arrive. Donc, H1, c'est maintenant, le 15 mars, publication de l'exposure draft qui mentionne les évolutions attendues dans le texte sur les business combinations, à la fois sur les annexes, les disclosures, à la fois sur la comptabilisation du goodwill, les tests d'impairment, notamment l'évolution d'IS 36, puisque c'est la norme concernée. 15 juillet 2024, c'est la clôture de la phase de commentaires. Alors, sachant que cette clôture de phase de commentaires, en réalité, il faut bien comprendre que cette exposure draft tient compte déjà j'ai envie de dire, de presque 5 ans de commentaires et de sujets qui sont statués. Par exemple, beaucoup de questions se sont posées sur l'amortissement comptable des goodwill
ils ont statué qu'un goodwill ne s'amortirait pas et on va rester là-dessus. Il n'y aura pas d'évolution. Les commentaires ne se posent plus, par exemple, sur ce type de sujet. Et l'exposure draft propose des évolutions par rapport aux inquiétudes, ou en tout cas des insatisfactions des investisseurs. Alors justement, ces évolutions attendues, quels sont en substance les grands changements qui sont proposés en matière de communication financière sur les acquisitions? Alors, justement, on va en venir maintenant aux évolutions. On a quand même dressé le tableau de ce qu'on faisait, de la manière dont on procédait en réalité sur la reconnaissance des goodwill, sur les UGT. On peut maintenant comprendre, en tout cas mettre en avant, ce qui doit changer ou ce qu'on veut faire changer. Alors, l'élément le plus important, c'est le suivi des performances de l'acquise au fil du temps. C'est-à-dire que pour les acquisitions matérielles et les acquisitions stratégiques, dont on va définir d'ailleurs la différence juste après, on veut des informations à la date d'acquisition, on va être plus clair sur les synergies attendues en termes de coûts. Il faut les chiffrer, il faut les expliquer. Les synergies en termes de revenus. Qu'est-ce qu'on attend sur les perspectives de clientèle? Il faut aussi les chiffrer et les expliquer. Le rationnel stratégique. Et la norme IFRS nous explique que le rationnel stratégique, c'est quoi le fil conducteur avec la stratégie actuelle? Si un groupe, par exemple, a mentionné sa nécessité d'une expansion géographique en Europe de l'Est et que ça fait des années qu'on l'explique au fil des rendez-vous investisseurs, on doit pouvoir justifier que la dernière acquisition rentre dans ce rationnel stratégique. Le rationnel stratégique de l'acquisition de SGEF au sein du groupe de PCE, c'est un développement géographique notamment. C'est le fait de compléter une maille géographique. Ces informations, aujourd'hui, elles ne sont absolument pas obligatoires dans un cadre IFRS. Dans le cadre d'une acquisition stratégique, on va plus loin parce qu'on doit les suivre année par année, après la date d'acquisition. On doit définir des objectifs clés et des cibles identifiées avec des Key Performance Indicators sur des éléments qui sont normalement gardés en interne, mais qui là vont être publics pour comparaison. Donc, on va ensuite valider la conformité de ce qu'il y avait finalement dans mon dossier d'acquisition avant l'acquisition, avec le suivi en fait de ces indicateurs dans le temps pour valider que ce qui était prévu est ce qui est réalisé. Très bien. Alors tout ça, c'est passionnant, enfin, notamment en tant que commissaire aux comptes. Là, si je prends ma casquette de commissaire aux comptes, c'est vrai que l'amélioration de l'information telle que tu l'as décrit va être très intéressant en tant que commissaire aux comptes. Alors, est-ce que l'exposure draft décline précisément la nature des informations attendues selon qu'il s'agisse d'une acquisition matérielle ou une acquisition stratégique? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on entend par acquisition stratégique, puisque tu as fait cette différence? Alors, la différence, elle est clairement énoncée dans l'exposure draft, c'est-à-dire qu'on fait clairement une distinction entre les acquisitions matérielles. D'ailleurs, je précise que par rapport à la slide précédente, quand on parle des autres acquisitions, c'est celles qui ne rentrent pas dans le business combination, c'est-à-dire je prends une participation à 10% pour des questions business notamment, ça ne rentre pas ni dans le cadre d'IFRS 3, d'ailleurs je n'ai pas d'intégration globale, c'est une participation certes, mais on reste dans le cadre autre acquisition, et là je suis en dehors évidemment du périmètre d'information. De toutes les façons, quand je détiens 10% d'une entité, je n'ai pas la main pour avoir vraiment la gestion des objectifs clés, des synergies attendues. Je peux avoir d'informations, mais de toute façon, si je peux me permettre, je ne suis pas responsable vraiment de la politique de l'établissement avec 10%. Donc, les acquisitions matérielles stratégiques. Une acquisition stratégique, ça a été défini avec un seuil à 10%. C'est-à-dire qu'on considère que l'acquise a un résultat d'exploitation supérieur à 10% au résultat d'exploitation consolidé, donc c'est une acquisition qui pèse dans le schéma global, ou bien c'est le résultat net qui pèse à plus de 10%, ou bien, ce qui est intéressant, ce n'est pas 10% des agrégats finalement financiers, mais c'est la création d'une nouvelle ligne métier. Donc, c'est vraiment dédié
j'ai une nouvelle business unit, je ne faisais pas avant, je ne sais pas, de location-financement, maintenant j'en fais, je n'avais pas de banque privée, je viens de racheter une banque privée. Donc, c'est potentiellement une nouvelle business unit. Donc, il faut que le critère soit important. On imagine bien que pour une acquisition stratégique, on va aller un cran au-dessus en matière d'informations requises. Pour les acquisitions dites matérielles, explication sur les raisons stratégiques, le détail des synergies, encore une fois en revenus, coûts, les autres synergies, l'évaluation des coûts engagés pour évaluer les synergies attendues. Donc, on mesure aussi combien ça me coûte de changement. Les délais d'observation, j'ai l'intention de pouvoir bénéficier de ces synergies pendant X années. On va aussi communiquer sur un élément sur lequel on n'a jamais communiqué, c'est-à-dire la valeur des actifs nets évalués à la date d'acquisition par grande catégorie. Et puis, j'ai envie de dire encore plus intéressant, on va aussi publier les résultats d'exploitation et résultats nets de l'entité nouvellement acquise sur la période en cours précédant la date d'acquisition. Intéressant parce qu'on peut imaginer qu'on peut même dégrader le résultat en fait d'une acquisition. Donc c'est effectivement extrêmement, ça peut être très violent. Les informations additionnelles pour les acquisitions stratégiques, on va plus loin avec des indicateurs de performance. On imagine très bien d'ailleurs quels vont être ces indicateurs pour les établissements bancaires, le CET1, le coefficient d'exploitation, le coût du risque, évidemment, le return on assets, le return on tangible equity. Donc, ce sont des éléments qui sont aujourd'hui utilisés justement par les banques et qui vont être forcément indiqués dans le cas d'acquisition stratégique parce que ces acquisitions sont censées améliorer les paramètres ou les indicateurs clés du groupe. Donc, on les connaît aussi pour les groupes bancaires. Ok. Alors, ces informations complémentaires obligatoires seront bien sûr éclairantes et permettront assurément de valider ou invalider a posteriori les choix stratégiques qui sont engagés par le management quelques années auparavant. Et alors, concernant la norme IS 36, c'est le mode opératoire des tests d'impairment. Est-ce qu'il faut aussi s'attendre là aussi à des évolutions? Alors, les évolutions, oui. Il y a une partie des évolutions qui sont déjà prises en compte par les banques. Par exemple, on va modifier, ou en tout cas, on capte les tests de valorisation, vous savez, pour valoriser les goodwill, donc les UGT, la projection des cash flows, donc des DDM pour les banques, ne doivent pas excéder 5 ans. Bon, dans la pratique, c'est ce qui est indiqué dans les annexes des états financiers des groupes bancaires français, on utilise 5 ans. Deuxième élément, les flux de trésorerie vont inclure les gains opérationnels liés aux restructurations à venir et excluent les sorties de cash estimées dans la provision pour restructuration, puisque ça inclut déjà cet élément dans la provision. L'élément, je crois, l'un des éléments les plus importants pour nous, banques, c'est l'exemple dont on a parlé, par exemple, sur la Russie ou pour la Grèce. Aujourd'hui, on va faire attention au dimensionnement des UGT. Quel est le sujet? Lorsque j'ai un goodwill sur une filiale et que la filiale fait partie d'un ensemble immense, j'ai quasiment aucune chance de déprécier le goodwill en question puisqu'il fait partie d'un UGT tellement énorme que l'ensemble des autres résultats des autres filiales viennent compenser les baisses de résultats et donc les dépréciations potentielles du goodwill de la filiale en question. Et ça, en IFRS, on a compris que ça posait un problème. Par conséquent, les dépréciations de goodwill ne pourront plus être masquées ou compensées par les bénéfices d'autres filiales d'UGT, puisqu'on va aller pousser à définir des UGT les plus petites possibles. Donc, concrètement, ça veut dire que les affectations de goodwill devront être affectées à des UGT beaucoup plus petites et dont le périmètre, le pourcentage, en réalité, sera plus important. La contribution du résultat de l'acquise sera nécessairement plus important par rapport au résultat de l'UGT. Sinon, ça vient invalider le test d'impairment, d'autant plus que ça se faisait par pression de communication financière, et du coup, on faisait une entorse à la norme. Là, finalement, on va juste, quelque part, s'aligner sur ce que, de toutes les façons, ce qui est fait en COMFI. La valeur recouvrable d'une UGT est redéfinie, mais ça n'a pas beaucoup d'influence, en tout cas au regard des annexes des banques françaises, puisque on applique en fait ce qui est proposé. On confirme d'ailleurs, par le biais de ces tests d'impairment, le fait qu'on ne changera pas
le fait qu'on n'amortira pas en fait les goodwill. Ça, c'est confirmé. Oui, tout à fait. Et alors, la norme IFRS 3 donc, offre la possibilité de comptabiliser le goodwill soit selon la méthode du goodwill complet, soit selon la méthode du goodwill partiel. Est-ce qu'il y a des changements normatifs à prévoir sur l'existence de ces deux méthodes? Alors, non, il n'y a pas de changement normatif. D'ailleurs, c'est assez étonnant. Pourquoi? Parce que je ne connais pas beaucoup, sur des éléments aussi importants, on laisse le choix au groupe d'appliquer un goodwill complet ou un goodwill partiel. Et pire que ça, on laisse le choix de le faire par acquisition. Donc, cette année, je fais un goodwill complet. Si je fais une acquisition l'année prochaine, eh bien, je ferai un goodwill partiel. Bon, c'est assez étonnant pour la norme IFRS 3, mais il n'y a pas d'évolution là-dessus. Bon, petit rappel de ce qu'est un goodwill complet partiel et du coup des impacts que ça peut aussi avoir. Un goodwill complet, eh bien, ça consiste à valoriser les intérêts minoritaires à leur juste valeur. La juste valeur se rapprochant souvent d'ailleurs du prix d'acquisition de la part groupe. C'est souvent comme ça qu'on évalue les intérêts minoritaires. L'autre option, c'est d'utiliser la quote-part, si vous voulez, comptable de la juste valeur, mais des actifs nets identifiables, et ça me donne un goodwill partiel. Quand on compare les deux méthodes au choix, toujours, nous avons un goodwill complet dont la valeur, dont le montant est donc toujours supérieur au goodwill partiel. Alors, si on fait le lien avec nos sujets de solvabilité, dont on a dit qu'on déduisait le niveau des goodwill pour obtenir les fonds propres CET1, eh bien, ça signifie que plus j'ai un gros goodwill, plus je risque de diminuer finalement. En tout cas, je vais avoir un impact significatif sur mon CET1. Le deuxième élément, et ça c'est assez compréhensible, plus le goodwill est important, plus je suis loin de zéro. Et donc, plus je suis amené à prendre des risques sur une dépréciation de goodwill futur. Donc, un goodwill à 1 milliard, ça veut dire que j'espère que tout va bien se passer, mais il faut bien comprendre que mon potentiel d'impairment, ça va jusqu'à 1 milliard en résultat. Un goodwill à 500 millions, le potentiel de dépréciation ne dépassera pas 500 millions. Donc, il y a aussi des choix judicieux, il y a aussi des choix de transparence. Beaucoup d'établissements bancaires français ont choisi le choix de cette transparence du goodwill complet à la revue en fait des annexes en fait au compte. Très bien. Alors, avec toutes ces spécificités bancaires, la méthode de valorisation DDM, les ratios de solvabilité, est-ce que finalement les pratiques bancaires en matière d'impairment test, est-ce qu'elles sont vraiment comparables à ce qui fait dans d'autres métiers, dans d'autres industries? Alors, on a la méthode, ces méthodes, en fait, les pratiques d'impairment test sont un tout petit peu, en fait, différentes dans le secteur bancaire. On définit, alors oui, on doit comparer ce qu'on appelle le carrying amount et la valeur recouvrable. Le carrying amount, c'est la situation nette comptable, donc c'est finalement l'actif net comptable retraité en norme de groupe, qui va évoluer d'ailleurs au fil des années, puisqu'il va être amené à potentiellement se gonfler, ajouter des goodwill. La valeur recouvrable, c'est la valorisation du GT, qu'on l'a vu avec souvent une méthode DDM, et l'excess capital. L'excess capital, c'est le niveau de capitaux propres que j'ai en plus du minimum réglementaire, plus du buffer. Si la banque se pilote à 13% de solvabilité, si on est à 16, je prends en fait 3%. Pourquoi? Parce que c'est potentiellement ce que je peux distribuer sans problème. Je peux vider mes capitaux propres et donc les donner à l'actionnaire. C'est pour ça qu'on parle d'excess capital comme élément de valorisation complémentaire dans la valeur recouvrable. Donc souvent, on met ces deux éléments en quelque sorte dans la balance et on va chercher des paramètres qui vont influencer ces tests d'impairment, c'est-à-dire le coût du capital. Et on revient sur la question qui avait été posée sur les taux d'actualisation. Le coût du capital va augmenter à mesure que les taux d'intérêt montent, puisque les taux d'intérêt, les taux sans risque, et quand je rajoute le bêta et l'alpha, automatiquement, j'augmente l'exigence en capital et donc, je vais aussi augmenter notamment ce coût du capital qui va avoir une influence sur mes valorisations. Le coefficient d'exploitation, le coût du risque, les taux de croissance aussi à l'infini,
Et donc, ces niveaux de fonds propres alloués déterminés pour chaque UGT en fonction des exigences minimales réglementaires avec, selon les établissements, on rajoute ou pas le buffer de gestion, on considère que c'est un minimum. On ne se pilote jamais au niveau RA, au niveau réglementaire, on a quand même un petit buffer, un petit buffer en fait complémentaire. Nous avons une question sur quel impact si les Key Performance Indicators sont en dessous des projections. Alors, d'abord, il y a un élément sur ces indicateurs clés de performance qu'il faut mentionner très rapidement. Pour les strategic acquisitions, la norme exige une validation du top management de la banque. Donc, il ne s'agit pas de faire produire par les départements des chiffres approximatifs. Il y a un engagement sur les chiffres produits à l'acquisition et sur le suivi ultérieur de ces indicateurs en question. Deuxièmement, l'impact sur ces projections, on ne dit absolument pas, on ne change pas le rôle en fait du test d'impairment, c'est-à-dire qu'il faut que la dépréciation soit durable et presque définitive. On ne dit pas non plus qu'on doit forcément impairer la différence de valeur, hein. Ce n'est pas un mark-to-market d'un titre, hein, où on vient tous les jours le coller en fait à la valeur de marché. C'est pas ça non plus. L'impact, il va être, à mon avis, de deux ordres. Premier ordre, on ne pourra pas attendre trop longtemps avant d'impairer, parce que les chiffres vont parler d'eux-mêmes. Et en réalité, en donnant ces indicateurs, c'est très facile de calculer soi-même le test d'impairment ou la baisse de valorisation potentielle. Donc, on ne peut pas donner une date exacte pour impairer, mais certainement, ça va avancer les modalités d'impairment. Alors, le deuxième sujet sur cette communication des KPI, qui à mon avis est plus grave, c'est qu'il est, je pense, évident que certains dirigeants bancaires ne vont plus se mouiller pour faire des acquisitions. Ça deviendra trop dangereux pour leur tête. C'est-à-dire qu'on s'engage du coup énormément dès le début sur des grosses acquisitions. Jusqu'à présent, on pouvait prendre des risques puisque c'était moins communiqué financièrement. Là, le risque est tellement important que je pense qu'on va plus s'orienter vers des croissances organiques que d'aller faire feu de tout bois avec des acquisitions externes dont on va réfléchir à deux fois avant de se positionner. Donc, il va y avoir certainement des conséquences business, pas que pour les banques, puisque cette norme, c'est pour toutes les industries, mais aussi pour évidemment aussi pour les établissements bancaires. Très bien. Alors, quid de la communication sur les tests de sensibilisation des UGT aux paramètres de valorisation? Finalement, les banques françaises communiquent quel type d'informations sur les tests d'impairment en question et sur la valorisation de leur UGT? Alors, on a une information qui est calquée d'une banque à l'autre. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de ce qui était produit par le groupe bancaire qui a le plus finalement de goodwill, c'est le groupe Crédit Agricole. Mais nous avons vraiment des grandes similitudes, c'est-à-dire d'abord les commentaires sur les tests de dépréciation des UGT, c'est une page en disant c'est bon, on a testé, il n'y a pas d'impact. Bon. C'est ça en fait la substance. Et on a des tableaux qui nous donnent des indications d'évolution, la sensibilité par exemple aux fonds propres alloués sur les différentes UGT, et on donne les mêmes paramètres de valorisation. Et c'est vrai que les établissements bancaires prennent souvent les mêmes chiffres, c'est-à-dire qu'on parle par exemple, le taux de croissance à l'infini, c'est très régulièrement 2%. Pourquoi 2, pas 2,5, 3 2%. Les sensibilités au coût du risque, les bandes passantes, sont aussi à peu près les mêmes. En réalité, le vrai sujet, et c'est là où on voit aussi l'intérêt de ces évolutions normatives, franchement, c'est intéressant peut-être à lire, mais j'en tire rien comme conclusion sur une dépréciation ou tout simplement répondre à cette question, est-ce que l'acquisition ou les acquisitions sont finalement des succès ou pas? C'est ce que changera l'application normalement d'IFRS 3 ou d'IAS 36 au risque d'avoir moins d'acquisitions pour les groupes bancaires, mais aussi pour les industries, parce que c'est extrêmement engageant de communiquer et de suivre année par année ce qui a été dit. La question avait été posée d'ailleurs en séance, une question qu'on m'a posée, c'est de dire mais est-ce qu'on ne va pas finalement, est-ce qu'on ne va pas annuler le droit à l'erreur?
C'est important le droit à l'erreur pour un dirigeant. La question après se pose, mais je ne suis pas en fait le board des IAS. Je crois qu'on a fait à peu près le tour, en fait, en tout cas, il me semble, Hugues, sauf si tu vois ou si vous voyez des questions complémentaires par rapport au sujet que nous avons traité ce soir. Très bien. Bah, écoute, merci Alain pour ces informations. Donc d'abord, ce premier point sur le rappel technique de le goodwill. Deuxièmement, les faiblesses du système actuel. Et troisièmement, là où on en est au niveau de notre exposeur draft et quel est le futur sur le traitement du goodwill et sur l'information financière qui devra être apportée par les dirigeants. Alors, je voudrais te remercier beaucoup sur la qualité de cette présentation. Alors, nous allons. Alors, ce webinaire vous a été donc proposé par l'AVGES, donc qui est en fait une société de formation sur tout ce qui est réglementation. J'ai une question. Ne quitte pas, Alain. J'ai une question que je vais te poser. Donc, juste quelques éléments. Attendez, je vais reprendre les questions là, parce que avant de conclure, je vais reprendre les questions. Donc, j'ai Paul Lardelier qui nous demande comment définir ce taux d'actualisation pour les DDM. Y a-t-il des méthodes plus simples qu'un DDM ou des CF pour une entité non bancaire pour effectuer un test de dépréciation s'il y en a beaucoup à effectuer? Déjà, première question. Première question, pour définir un taux d'actualisation pour un DDM, on l'a dans tous les établissements bancaires. En fait, on a un taux sans risque, c'est-à-dire un taux bêta, qu'on va utiliser en fait en fonction de notre maturité. Ensuite, on utilise ce qu'on appelle un bêta, c'est-à-dire les indicateurs de volatilité et donc les indicateurs de risque pour un secteur d'activité, en l'occurrence les secteurs bancaires. Et ensuite, on va rajouter un alpha qui correspond au spread de crédit en fait, de l'établissement. C'est l'appréciation du risque de crédit qu'on peut, par exemple, approximer par un CDS. Donc, les DDM, le taux d'actualisation, sont ceux qui sont en réalité calculés par les établissements bancaires pour toutes leurs opérations et mis à jour, en fait, régulièrement. Y a-t-il des méthodes plus simples qu'un DDM? Alors, ce n'est pas forcément compliqué, c'est ce qu'il y a de plus juste, mais oui, vous avez raison. On compare notamment le DDM aux méthodes des multiples. Les méthodes des multiples, c'est ce qu'on applique traditionnellement au coin de notre rue lorsqu'on veut acheter une boulangerie ou un fonds de commerce. On sait aujourd'hui qu'une pharmacie se négocie 3 fois le chiffre d'affaires. Ou que, je dis ça au hasard, mais donc on a des méthodes de multiples pour des secteurs d'activité et on regarde les multiples par rapport à des indicateurs. Un asset manager, c'est un multiple en fait des actifs sous gestion. C'est très approximatif, mais ça permet souvent, ces méthodes, de conforter le DDM. C'est pas suffisant, mais d'ailleurs, les méthodes qui sont utilisées par les banques, c'est quand on calcule les tests de valorisation, on vient se conforter par rapport à des méthodes de multiples. Donc c'est utile, mais ce n'est pas suffisant en tant que tel, en tout cas pas pour des gros groupes bancaires. Merci beaucoup. Jean-Christophe Perrin pose une question sur la relation entre la gestion de ce goodwill et le contrôle interne de la banque. Alors, bonne question. On est sur des sujets d'une extrême sensibilité qui touchent à l'évaluation stratégique des UGT, c'est-à-dire des business units. Donc, en termes de contrôle interne, il y a un sujet, c'est que ce sujet sera limité en termes de contrôle, puisqu'il n'est pas accessible, ce qui d'ailleurs, pour l'instant, c'est normal, auprès des comptables. Il est évidemment dans la main du directeur financier, évidemment du conseil ou du directeur général, et puis nécessairement du directeur comptable. Donc le contrôle interne va être limité, mais c'est surtout le contrôle principal pour de bon là-dessus, c'est les commissaires aux comptes, qui eux ont toute habilité et regardent, notamment parce que c'est très matériel, vu l'impact, vous voyez le goodwill de Crédit Agricole, plus de 17 milliards, bon, il est évident que ce test est revu trimestriellement par les commissaires aux comptes et par un nombre limité d'intervenants auprès des CAC, parce qu'on a des sujets de valo de la banque. Il faut imaginer que lorsqu'on a le fichier des UGT, on a le fait que le cours de bourse est sur ou sous-valorisé. C'est de ça dont on parle. Donc, c'est extrêmement très sensible comme information. Donc, non, on ne pourra pas le contrôler de type contrôle permanent. Ça va être très compliqué. Il faut des missions spéciales ou en tout cas s'assurer
des méthodes ou ce qui est retenu par le directeur comptable ou le directeur financier. Merci beaucoup, Alain. Donc, en fait, je confirme, c'est vrai que, en tant que commissaire aux comptes, c'est vrai qu'on a été, dans beaucoup de missions de commissaire aux comptes, on est ici sur un aspect très stratégique, parce qu'on n'est pas sur simplement un désaccord technique. On est, en tant que commissaire aux comptes, lorsque on envisage la dépréciation du goodwill, ça veut dire qu'on remet en cause la stratégie des dirigeants. Donc, il y a un aspect, bien sûr, politique, et pas seulement qu'un aspect technique. Alors, merci beaucoup, Alain, pour toutes ces informations. Merci beaucoup à tous les participants. Donc, en fait, ce webinaire vous a été donc proposé par l'AVGES, donc qui est une société de formation sur tout ce qui est réglementation, comptabilité, banque, assurance et entreprise d'investissement. Nous faisons bien sûr beaucoup de formations ainsi que nous proposons à ceux qui sont intéressés des certificats. Alors, nous avons plusieurs webinaires qui sont en préparation, qui vont venir. Le prochain, donc je vais, avant de redonner une dernière question, le prochain webinaire, c'est sur les risques climatiques. Quels enjeux pour le secteur bancaire et financier? Alors, c'est un webinaire spécial continent africain, avec les spécificités de l'Afrique. Et ce webinaire sera mené par 2 personnes, donc Yannick Lucotte, qui est maître de conférence à Orléans, et Christophe Bois, qui est directeur de Efrens Partner à Abidjan. Et tous les deux vont vous parler de ces risques climatiques, les enjeux pour le secteur bancaire et financier, avec un focus africain. Voilà. Et vous avez, sur notre site de l'AVGES, vous avez la liste des différents webinaires auxquels vous pouvez vous inscrire sur les différents thèmes d'actualité. Alors, il y a une dernière question. J'ai aperçu une dernière question. Est-ce que je l'ai vue? La CPR a-t-elle fait des remarques sur les... Et je n'arrive pas à voir la suite. Oui. Donc, la CPR a fait des remarques. Sur les goodwill, à ma connaissance, non. Et on a, vous savez, un document annuel de revue de la CPR sur la situation des banques françaises qui est très détaillé. Alors évidemment, on reporte le niveau des actifs de goodwill parce que c'est connu, on le sait, mais il n'y a pas de remarques, notamment sur les dépréciations, en tout cas, pas à ma connaissance. Très bien. Merci beaucoup, Alain. Donc, je vous invite, pour si ces webinaires vous intéressent, dans ce format donc d'1 heure, eh bien, à aller sur notre site de l'AVGES où vous serez mis au courant des différents webinaires. Et je vous donne rendez-vous avec nos amis Yannick et Christophe pour le prochain webinaire sur le 7 mai, toujours à 17h45, sur les risques climatiques. Voilà, merci à toutes et à tous. Merci encore une fois, Alain, pour cette présentation tout à fait intéressante. Et bonne soirée à toutes et à tous. Merci bien. On termine l'événement.